Oui, bonjour à tous. Merci à toutes celles et ceux qui vont nous écouter. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Redouane Saloul. Bonjour Redouane. Bonjour Vincent. Et donc à ce sommet Apiculture et Conscience, coopérer avec les abeilles et se relier au vivant. Et donc j'avais vraiment à cœur de recevoir Redouane qui, depuis son écodomaine en fait, qui est situé près de Montpellier, en pleine nature, dans lequel il goûte pleinement en fait à travers ses différentes activités le lien avec la nature et notamment avec l'agriculture biologique qu'il pratique en plus de ses autres activités dont il va nous parler. Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi de parler de communication non violente au sein d'un événement comme Apiculture et Conscience? Se coopérer avec les abeilles. Et ça pourrait paraître un sujet, voilà, un sujet un petit peu hors cadre. Et Oui. en même temps, depuis 25 ans que je fais de l'apiculture, je me rends compte que la richesse de l'apiculture, elle vient de sa pluralité, de ses différentes approches, de ses différents regards. Et en même temps, j'ai constaté que nos différences, elles pouvaient amener des dissensions, voire même des conflits. Et j'avais vraiment à cœur de te rencontrer, Redouane, parce que c'est vraiment le cœur de ton activité, la formation autour de la communication non violente, et notamment comment on peut se retrouver au-delà de nos différences. Et j'avais cette parole de Saint-Exupéry en tête qui disait que, voilà, au-delà de nos différences, est-ce qu'on peut s'enrichir aussi? Et l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer en fait cette richesse qui est liée, voilà, qui vient de nos différences, et comment on peut se retrouver ensemble plutôt que de se diviser. Et donc, comme je disais, donc ça fait plus de 25 ans que je fais de l'apiculture. Toi, ça fait plus de 20 ans que tu fais de la communication non violente. Donc, du coup, on a des parcours en termes de durée intéressantes, en termes d'approfondissement. Et voilà, il me semblait que la CNV peut vraiment être un outil au service du mieux-être ensemble, hein, en tenant compte de nos différences. Et voilà, j'ai eu le plaisir et la joie de participer à l'ensemble des formations que tu mets en place. Et donc, pour moi, il y avait une forme d'évidence, en fait, à te faire intervenir pour parler justement de ce regard que tu as sur ce lien au vivant et dans lequel on fait partie tous, hein, les humains. On n'est pas séparés du monde minéral, végétal, animal. Et donc, pour moi, c'était vraiment important d'avoir ta contribution. Donc, déjà, un grand merci déjà pour partager du temps. Et pour commencer, en quoi participer à cet événement fait-il du sens pour toi? En quoi participer à cet événement, c'est... Fait-il du sens pour toi? Oui, merci. Merci pour l'invitation, parce que ce sujet m'intéresse. D'abord parce que l'abeille, quelque part, me fascine. J'ai déjà eu des abeilles chez moi, euh, dans des ruches, une activité que j'ai mis de côté parce que je vois que c'est une véritable activité qui demande du temps, d'énergie, de l'attention, du savoir, des connaissances, etc. Et que j'étais plutôt pris par mes autres activités, déjà agriculteur, en maraîchage biologique, en arboriculture biologique, et en même temps mes formations à la communication non violente, puisque je suis également formateur certifié du CNVC, donc habilité à transmettre ce processus qui est la communication non violente, que tu as pu goûter pendant les nombreuses formations que tu as pu suivre avec moi. Et ça a été une joie de les partager. Alors, quel sens ça a avec l'abeille, la CNV? La CNV, c'est aller au cœur du vivant. Voilà. Et le vivant, bah, il est large. On peut, tout ce qui est sur Terre, on veut dire même tout ce qui est dans l'univers, est vivant. Donc, c'est un formidable processus qui nous permet de se relier à tout ce qui est vivant. Et l'abeille, en tant qu'organisme vivant, qui vient participer à sa façon, avec ses qualités, ses capacités, son sens d'être sur Terre. Et c'est de cela que j'aimerais que l'on parle ensemble et que l'on développe ensemble euh, autour de la CNV. Mhm. Et, ok, donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais voir rapidement peut-être te présenter et notamment résumer succinctement ton parcours professionnel qui t'a amené finalement à découvrir la communication non violente et
à devenir agriculteur en maraîchage et arboriculture bio, puisque ce n'était pas forcément ton cursus de départ, hein. Oui, c'était pas mon cursus, je dirais, scolaire, universitaire, mais c'était mon cursus de vie. Je suis né à Millau, j'ai grandi en Lozère, en pleine nature. Tu vois, ça ressemblait exactement à cet endroit-là, au milieu des bois, de la forêt, de la nature, des rivières, etc. Et j'ai passé mon enfance, mon adolescence et préadulte euh, intimement en contact avec la nature. Je m'amusais avec les grillons, avec les serpents, avec les poissons, la rivière, monter aux arbres. On avait une petite ferme familiale, donc on avait un élevage de poules, de dindes, de dindons, de lapins. Et donc mon travail à moi, c'était d'aller chercher de la nourriture dans la nature pour ces animaux, ces êtres vivants, pour qu'ils puissent s'alimenter. Donc, je suis né là-dedans et avec je me suis construit, moi, dans la nature. J'ai plus de facilité à être dans la nature, je dirais, qu'à être en plein centre-ville. La ville, j'ai dû apprendre avec mes études supérieures, tu vois, à c'est quoi la ville, comment ces personnes font pour habiter les unes à côté des autres, comme ceci, voire les unes au-dessus des autres. Euh, et ça a été vraiment un parcours pour moi extrêmement enrichissant. Et je me suis inscrit dans la vie sociale un petit peu comme tout le monde. Là, j'ai suivi la file. Et donc, à partir de mes études, j'ai bossé dans des boîtes comme IBM, comme l'aérospatiale, des boîtes comme ça. Et je me suis mis à mon compte aux alentours de mes 30 ans. Vers l'âge de 25 ans, j'ai commencé à chercher le sens de la vie, me demander mais comment ces personnes font pour vivre ensemble. Est-ce que quelqu'un a distribué c'est le guide. Quand on achète un produit, une voiture ou quoi que ce soit, on nous fournit le guide, le manuel d'utilisation. Tu vois. Et je me disais, mais moi, on m'a jamais donné ce manuel d'utilisation, on m'a jamais dit comment il fallait vivre, et j'étais en quête de ce manuel. Et je cherchais un petit peu partout, et sincèrement, hein, à la sécurité sociale, à la mairie, etc. À chaque fois, on m'a dit non, c'est pas là. Et un jour, dans une file de voitures, euh, j'étais comme ça derrière une voiture, et il y avait une grande étiquette, un autocollant orange, je me souviens, sur lequel était inscrit "Me suivez pas, moi aussi je suis perdu". Et pour moi, ça a été un éclairage extraordinaire. En fait, je me suis aperçu que là, tout le monde se suivait, tout le monde faisait comme tout le monde, parce que pensant que ben, l'autre, il le fait parce qu'il sait où il va. Et en fait, je me suis rendu compte que personne ne sait exactement où il va. Tout le monde fait à tâtons, en fonction de ce qu'il sent, en fonction de son environnement familial, son environnement religieux, son environnement social. Et tout le monde singe un petit peu tout le monde. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser aux sciences humaines. Et j'ai rencontré Guy Corneau à travers son livre Père manquant, fils manqué. Et c'est là, pour moi, le début de mon travail personnel, tout en étant dans le milieu de l'entreprise, puisque j'étais chef d'entreprise avec des salariés, on vendait du matériel de laboratoire de recherche scientifique, donc on faisait du blé, mais comme j'aime à le dire, du blé qui se mange pas directement, tu vois, je veux pas faire cuire ce genre de blé, tu es obligé d'aller l'échanger contre les personnes qui font du blé. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, tout en euh, m'inscrivant dans une quête personnelle de sens de la vie à travers Guy Corneau, puis à travers la communication non violente avec Marshall Rosenberg, à travers les processus de gouvernance comme la sociocratie, l'holacratie. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans des séminaires, dans des salles de formation pour apprendre tout ça et découvrir tout ce monde fascinant qu'est le vivant. Puis, j'ai vendu ma boîte à l'âge de 39 ans, j'en ai 57 aujourd'hui, et pour m'intéresser beaucoup plus au vivant, me décanter de tout ce domaine, je dirais, business, commercial. J'avais fait le tour.
J'en avais un petit peu marre de faire du blé pour du blé, même si l'activité que je faisais me plaisait quelque part, parce que je soutenais des personnes qui faisaient de la recherche, etc., ou qui étaient dans des établissements d'enseignement. Et j'ai envie de me rapprocher encore plus de la vie. Et j'ai pris 3 années sabbatiques pour me décanter et me relier au vivant en moi, et au vivant autour de moi. Et un jour, je me suis dit, OK, bon, tu es encore jeune, qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais contribuer dans ce monde? Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, redonne ce que la vie t'a donné. Et ce que la vie m'a donné, ben, c'est cette capacité à mettre en œuvre, à organiser, à faire vivre des projets. Et je me suis lancé dans l'agriculture. Donc j'ai fait une formation dans un lycée agricole à l'âge de 41 ans et un BPREA, un brevet professionnel responsable en exploitation agricole en maraîchage biologique. Donc c'est là où j'ai pu me rapprocher encore plus du vivant et de façon globale, des bactéries, des vers de terre, des champignons, des abeilles, des oiseaux, du végétal, du minéral, etc., tout en cheminant avec mon parcours de la CNV que j'approfondissais en même temps que je cultivais tout le vivant et également avec des approches comme le tai chi, euh, le Qigong, voilà, d'autres approches Hmm. plus encore énergétiques, je dirais, et pour moi spirituelles. Donc voilà un Et petit comment, peu ouais. mon parcours. Et comment Ouais. tu as découvert la CNV en tant que telle? En Tu tant que parlais de, tel, la CNV, ouais, au tout début, tu parlais de Guy Corneau, mais ensuite, voilà, la CNV avec son fondateur, ou en tout cas ses élèves, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette découverte de la CNV ce qui t'a motivé ensuite par la suite à finalement à devenir formateur? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette oui, période-là? oui, merci de m'inviter à cet endroit-là. Euh, dans ma construction personnelle, garçon plutôt timide, ça se voit moins aujourd'hui, euh, les conflits, c'était pas mon truc, tu vois. Les conflits, j'étais pas un garçon bagarreur, j'étais plutôt un garçon introverti. Et quand ça se passait mal, euh, je me taisais, je faisais l'huître, tu vois. Et pendant une semaine, le temps que l'accalmie revienne à l'intérieur et je pouvais me réouvrir au monde. Et en même temps, je voyais combien c'était une façon de gérer ça, mais en même temps qui faisait que les relations restaient quand même difficiles, autant avec ma compagne de l'époque, avec mes enfants, avec toutes les personnes qui, qui faisaient partie de mon environnement. Et je me suis dit, mais comment on peut bien faire pour arriver avec ces personnes qui sont aussi sensibles que moi, quelque part, et pour faire autrement que quand il y a justement des différents, des différences, faire autrement que ou en colère, attaque, fuite ou résignation. Hmm. Tu vois? Et je me suis dit, mais comment on peut faire autrement? Parce que je vois bien que les êtres humains, ils se retrouvent au même endroit que moi, dans une insatisfaction relationnelle. Et j'ai découvert par hasard une personne, Thomas d'Ansembourg, qui à cette époque-là n'était pas encore connu. On est dans les années 99, tu vois, et qui était en train d'écrire son livre Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et on a lié amitié, puis je me suis rendu à une de ses conférences et il parlait de ce processus de la communication non violente qu'il avait découvert avec Marshall Rosenberg, hein, donc le fondateur. Et à la sortie de la conférence, j'étais ébloui, ébloui, épaté d'entendre qu'il existait une façon, une possibilité d'être en contact avec soi, de rester en relation avec soi et et, et d'être en relation avec l'autre. Je lui ai dit à la sortie, je lui ai dit, mais Thomas, c'est encore les mots que j'ai retenus, ton truc, c'est un véritable 4-4. C'est les mots qui me sont venus pour dire combien je voyais que ce truc-là, c'est adapté à l'environnement personnel, l'environnement amoureux, l'environnement familial, l'environnement professionnel, l'environnement social et l'environnement nature, l'environnement général, tu vois.
Et c'est là où j'ai commencé à me former avec lui. Et je faisais à peu près 3, 4 formations par an pour moi, pour développer cette capacité à entendre les différences comme une richesse. Et c'est un sacré challenge d'arriver à entendre les différences comme une opportunité de découvrir que d'autres vivent quelque chose de fondamental pour eux d'une manière particulière à eux. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui arrivé, tu vois, c'est arriver à entendre que moi, je développe des façons de vivre qui parlent par rapport à mes valeurs, par rapport à ce qui est important pour moi, par rapport à ce que je considère de vrai, de juste, d'important, de mes façons de le faire, et de voir que des personnes ont les mêmes valeurs et ont des façons autres, qu'on appelle différentes, mais en fait, elles sont juste autres. Ils ne se sont pas comparés à moi, tu vois, ils ne se sont pas dit, OK, on va faire quelque chose de différent de toi. Ils ont fait juste autrement, dans le sens, ils ont fait comme eux, ils le sentaient, fonction de l'environnement dans lequel ils ont grandi, de leur éducation, de leur religion, etc., tu vois. Et de découvrir que c'est une véritable richesse. Oui, oui. Et donc, du coup, tu parlais de Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste, en fait, cette communication non violente, et quel est son objectif principal, ou ses objectifs, s'ils en ont? Au départ, Marshall Rosenberg, quand il a développé ce processus, il avait probablement il avait envie de contribuer, en fait, au niveau sociétal aussi, me semble-t-il. Au-delà de la communication individuelle, il y avait quelque chose de beaucoup plus important. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'état d'esprit, justement, de Marshall Rosenberg à travers cet outil, puisque voilà, on le voit parfois, on a des approches qui sont peut-être un peu plus limitées, en tout cas qui réduisent peut-être le champ initial qu'avait Marshall Rosenberg au départ. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de cette approche pour que tout le monde puisse connaître un petit peu voilà, quel était vraiment ce regard qu'avait Marshall Rosenberg sur l'outil qu'il a développé et ensuite dévoilé? Complètement. C'est ce qui m'a amené justement quand j'ai découvert ce pourquoi il était actif. C'est ce qui m'a amené à m'inscrire auprès de lui et soutenir son projet. Pour comprendre Marshall, il faut aller à sa rencontre et dans son enfance. Marshall Rosenberg, d'origine juive russe, immigré aux États-Unis dans les années 40. Donc on imagine bien que à cette époque-là, juif, russe, communiste, dans un pays capitaliste, il y avait comme une forme de dissonance, tu vois. Et très tôt, à l'école, il se fait traiter de sale juif. Les premières heures scolaires pour lui, tout de suite, ont marqué sa vie. On le traite de sale juif. Juif, il sait ce que ça veut dire. Mais pourquoi sale, il ne sait pas. Mais ça l'affecte, ça le touche, que des garçons se moquent de lui, puis viennent le tirailler à l'heure de la récréation, viennent le provoquer, et il réagit en se bagarrant. Marshall est devenu, comme ça, prof de boxe pour défendre, tu vois, son estime de lui-même, tu vois. Il a trouvé au départ la bagarre. Parce qu'en même temps, autour de lui, il voyait que d'autres personnes qui avaient d'autres particularités, qui avaient un teint plutôt marron, voire marron foncé, qu'on appelle noir, tu vois, eux aussi, ben pareil, ils subissaient aussi ce genre de propos sales, nègres, sales, noirs. Et face à ça, il a développé des bandes de bagarreurs pour se protéger, d'autres qui avaient une couleur différente de peau, plutôt blanche ou rose, et il a appris à se battre. Et en même temps, dans son parcours, il est intéressé par les sciences humaines, parce qu'en même temps, chez lui, à la maison, il y a sa grand-mère qui vit avec eux et qui est
qui est âgé et donc qui a besoin qu'une personne puisse l'amener, faire ses besoins, puisse la laver, puisse la nourrir, un peu comme un enfant. Tu vois. Et c'est son oncle qui vient tous les jours, avec le sourire, prendre soin d'elle. Et Marshall, il est émerveillé et en même temps étonné parce qu'il se dit, comment ça se fait-il qu'il y a des personnes qui ont un amour extraordinaire pour certaines, et il y en a d'autres qui ont une haine envers d'autres. Pourtant, ça, c'est les mêmes êtres humains, ils ont deux jambes, ils ont une tête, ils ont un cœur, etc. Comment ça se fait qu'il y a des comportements différents? Et il s'intéresse donc à la psychologie et s'inscrit dans une université en psychologie. Il a bien du mal à rentrer parce que, encore une fois, ses origines font plutôt barrage. Il arrive tout de même à rentrer et commence à apprendre la psychologie pour être psychologue, clinicien. Et pendant ses études, il rencontre un sociologue qui intervient dans un cours et leur dit OK, vous êtes en train d'étudier la psychologie humaine, je vous invite à faire attention parce que là, vous êtes en train de développer un processus qui va mettre des étiquettes sur des personnes, comme on vous met des étiquettes. Toi, tu es juif, toi, tu es noir, toi, tu es psychodépendant, toi, tu es psychorigide, toi, tu es psychotrope, etc. Tu vois. Et donc, il a dit, faites attention parce qu'on va cataloguer tous les États-Unis comme ça et personne ne va échapper à tout ça. Donc, on sera dans une société qui est malade. Et remarquez que quand la personne, on lui dit, OK, t'es psycho, je ne sais quoi, elle a tendance à vouloir garder quelque part ce titre-là, parce qu'elle comprend mieux comment elle vit, et elle a du mal à s'en détacher. Et ça l'inspire beaucoup. Et les travaux aussi de Carl Rogers, avec qui il a travaillé, et Carl Rogers, le maître, je dirais, de l'empathie, qui a développé l'écoute active. Et c'est toutes ces rencontres-là qui l'amènent à terminer sa formation de psychologue et avoir son diplôme, être docteur en psychologie et prendre une toute autre voie. Il commence par faire d'autres métiers pour vivre déjà. Lui et sa famille, il est marié, il a des enfants. Et la vie est difficile pour lui parce que beaucoup de tensions, beaucoup de bagarres, etc. L'alcool et tout ce qui s'ensuit. Et il apprend à écouter les gens, notamment dans son métier de chauffeur taxi, où il écoute à chaque course les personnes qui lui racontent leur vie. Et progressivement, il se rend compte qu'il entend la même chose. Il entend chez ces personnes une volonté, un élan très profond de vivre l'attention mutuelle, de vivre l'amour, d'être aimé, d'aimer, etc. Et il se rend compte qu'en fond, toutes les personnes qui viennent lui parler ont un dénominateur commun. Il s'intéresse à tout ça et découvre, à travers les travaux de Max Neff, qui s'intéresse à ce moment-là à ces notions de système commun, de besoin commun, qui développe cette notion de besoin. Et progressivement, il développe, à travers tous ces travaux, et également les approches de Gandhi sur la non-violence, il apprend à aimer. Il apprend à aimer, il apprend à regarder, tiens, qu'est-ce qui fait que ces personnes, elles me traitent de sale juif? Qu'est-ce qui, en elles, est touché, ou est stimulé, ou est inquiété, qui fait que pour se protéger, vont utiliser ces stratégies. Sale juif, sale noir, sale nègre, ceci, cela. Et il découvre en fait progressivement que chacun utilise des stratégies pour essayer de vivre de façon plutôt inconsciente, tu vois. Est-ce que ça Oui, bah ça fait du clair? sens. En tout cas, c'est clair de voir en fait
tout un contexte en fait qui se met en place, en tout cas qui s'est mis en C'est ça. place dans l'histoire de Marshall Rosenberg, tout un contexte relationnel, de situation, qui ont concouru finalement à cette découverte entre guillemets en fait d'un processus latent chez chacun d'entre nous, c'est-à-dire finalement de pouvoir vivre pleinement les valeurs et que ce sont les stratégies en fait qui sont mises en place pour vivre ces valeurs qui diffèrent entre guillemets et qui font quelquefois opposition, alors même que à la racine elles sont les mêmes. C'est ça. Et ce qu'il prend conscience, c'est qu'il travaille, il travaille avec des gangs, hein, c'est l'époque des gangs, gangs juifs, hein, sa mère fait partie d'un gang juif. Il y a les gangs blacks, il y a les gangs espagnols, il y a les gangs chinois, et qui sont en rivalité. On se souvient de cette époque-là où ça tirait dans tous les sens aux États-Unis entre gangs. Et celui qui entend le plus entendu parler, moi celui qui m'a marqué, c'est les Black Panthers, hein, et il se rapproche des Black Panthers qui ont décidé de vivre la non-violence tout en ayant des armes pour se protéger. Hein. Donc une approche particulière de la non-violence. Donc il s'inscrit dans tout ça, il cherche à comprendre et finalement, il devient un travailleur social. Il se rapproche de la rue, de la vie et essaie de, à travers son élan de cœur, se sauver la vie, quelque part, vivre, et aider, soutenir d'autres personnes qui ont des stratégies dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres, hein, parce que c'est la stratégie, à ce moment-là, c'est le flingue, hein, c'est plus que les mots, c'est carrément, t'es pas content, boum, t'es mort, hein, et à les écouter, à être avec eux pour découvrir au fond que tous veulent vivre en paix, tous veulent vivre paisiblement avec eux-mêmes, avec leurs proches, avec leur famille, avec leur environnement, ils veulent vivre la paix. Et Marshall, pour moi, c'est un travailleur social. Son projet, son projet était loin d'animer des formations. Il animait ensuite des formations parce qu'il y avait des gens qui venaient. Ce n'était pas des formations, c'était plutôt des ateliers où les personnes étaient intéressées par ce qui est devenu la communication non violente. Au départ, ça s'appelait à partir de maintenant, je choisis. C'est-à-dire que lui, il a un moment, il s'est rendu compte qu'il participait à ce qui allait à l'encontre de lui-même. Par sa façon de vivre, il se rendait compte qu'il se faisait mal tout seul, qu'il, alors qu'il voulait vivre soin, qu'il voulait vivre attention, qu'il voulait vivre considération, à travers ses actes, il faisait le contraire. Et il s'est dit à un moment, il faut que je change. Il faut vraiment que je me mette à l'écoute de moi, il faut vraiment que je me mette à l'écoute des autres. Et à partir de maintenant, était le nom du processus. À partir de maintenant, je choisis. Et il a été de par le monde avec ça, avec ce processus qu'il a commencé à développer dans les années 60 et qu'il est tel qu'on le connaît aujourd'hui avec sa structure dans les années 75. Il parcourait le monde, partout où il y avait des conflits. Déjà, il y avait du boulot aux États-Unis, là où il vivait, dans les prisons, dans les gangs, dans les écoles, dans les institutions, etc. Et puis, le fameux conflit, la fameuse guerre, je dirais même, israélo-palestinienne, hein, qui dure depuis des années, à croire qu'on y tient à celle-là, tu vois, qu'on veut la garder comme précieuse quelque part. On sait les nouvelles du jour, hein. On voit que ça continue à exploser de partout, hein, que la colère gronde encore et que les armes, le feu tuent et n'apportent aucun, aucun résultat. C'est ce dont ils se rendaient compte, c'est que quand bien même on a fait la guerre, on croit qu'il y a un perdant et qu'il y a un gagnant. Non, il y a deux perdants. Même celui qui se croit avoir gagné, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné en ayant des morts sur la conscience, tu vois, les mains avec du sang. Donc finalement, il n'a pas gagné la paix. Et il a juste réussi à tuer l'autre qui vivait différemment, qui vivait des différences, tu vois. Il était donc sur les conflits avec les Bosniaques et les Croates, avec les Tutsis et les Hutus. Donc pour te dire que c'était un gars qui était amoureux de la vie et porté par
ce processus extraordinaire, il a réussi à faire rencontrer des Palestiniens et des Israéliens, des Tutsis et des Hutus, des Bosniaques et des Croates qui se sont serrés la main. Ils se sont dit, OK, il faut qu'on arrête. On n'ira nulle part avec ça. Si ce n'est que quand peut-être tout le monde sera mort, peut-être que la paix, mais il n'y aura plus personne pour le voir. Et est-ce que tu pourrais justement maintenant nous parler justement des principes fondamentaux de la communication non violente, puisque voilà, on a vu le parcours de son fondateur en quelque sorte et la manière dont il a été à travers son travail social en contact avec voilà, la différence en fait de point de vue et comment il a réussi par cet outil en fait à faire du ensemble. Est-ce que tu pourrais nous parler des principes fondamentaux et comment ces principes fondamentaux, au-delà de cette compréhension peut-être mentale qu'on peut avoir au début, comment on peut aussi l'appliquer concrètement dans le quotidien? Ça me paraît très important. Avant de parler plus précisément de ta touche personnelle, on va dire, c'est quels sont les principes fondamentaux que tout à chacun et chacune peut avoir accès facilement et applicable au quotidien. Est-ce que tu peux nous rappeler ces principes, s'il te plaît? Ça serait vraiment très intéressant pour nos auditeurs et auditrices. Oui. Le principe fondamental et au cœur de ce processus, c'est le vivant. À partir des travaux de Max Neef qui ont marqué, et les travaux aussi de Maslow, qui a créé la pyramide des besoins, se rendre compte que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Ils se traduisent de façon claire avec la pyramide de Maslow, où on a les besoins physiologiques, respirer, manger, dormir, bouger, digérer, évacuer, donc tout ce qui participe au fonctionnement vital, naturel de notre organisme, de notre corps. Ensuite, les besoins d'être, donc les besoins relationnels, aimer, être aimé, s'exprimer, échanger, rencontrer, découvrir, tout ce qui est de l'ordre de la relation à soi et aux autres. Donc on voit que là, le premier plan est plus personnel, je dirais, même s'il est commun, tout le monde a besoin de se nourrir, tout le monde a besoin de respirer. Voilà, respirer, c'est la vie. Et sur le second plan, dans un autre espace, les besoins relationnels, puis dans un autre espace, les besoins, je dirais, plus d'être-té, qu'on pourrait qualifier d'énergétique, de spirituel, tu vois, se relier à plus grand que soi, se relier à son environnement, tu vois, être plus abstrait, se relier à la nature, même si c'est concret, il y a une relation particulière, tu vois, les arbres ne parlent pas avec des mots, ils parlent autrement, d'accord? Donc ça, c'est le troisième plan de cette pyramide. Et donc Marshall s'appuie sur ses besoins fondamentaux et développe son processus, sa structure autour de ça. Les besoins sont universels, donc si on parle tous et toutes à cet endroit-là, ben manger, la personne qui va être en guerre, si on parle de manger, c'est comment on va manger, comment on va produire notre nourriture, qui là peut créer des conflits. Et si on parle de manger, de respirer, de dormir, bah, toutes les personnes sont d'accord pour dire que, bah oui, c'est important pour moi, c'est important pour toi. Donc, c'est un endroit où nécessairement, naturellement, on se rencontre parce qu'on est pareil. On est semblable à cet endroit-là. On est exactement construit, je dirais, si on peut prendre ce mot-là, construit de la même façon. On a besoin de s'exprimer, on a besoin d'affection, on a besoin d'amour, on a besoin d'exister, on a besoin de liens, on a besoin de partage, on a besoin de considération. Tout ceci est commun, qu'on soit jaune, qu'on soit blanc, qu'on soit rouge, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit enfant, on fonctionne tous de la même façon. Donc si on arrive à communiquer à cet endroit-là, si on focalise
sur cet endroit-là, et c'est ça le principe de ce processus, c'est focaliser à cet endroit-là. Focaliser à un endroit où c'est commun. C'est à cet endroit-là où on peut créer une communauté. C'est commun. Et là, on peut que se serrer la main. Ben oui, merci. Tu as besoin d'être aimé, moi aussi. J'ai besoin de paix, moi aussi. C'est cool, on est deux. Et c'est à partir de là que l'on peut développer ensemble comment on va faire pour vivre ça. Tu vois? Dès lors qu'on se rencontre à cet endroit-là, on trouve des voies communes. Il y a quand même des obstacles parce que si tu veux avoir cette même intention, elle est très louable et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient vraiment se rencontrer dans ces espaces-là. Et en même temps, le quotidien nous montre et puis l'expérience, ouais, tu l'évoques avec l'actualité, ces intentions, elles divergent. Donc, comment, malgré tout, il est possible de se rencontrer et en quoi, finalement, quels sont les principaux obstacles, ou en tout cas, au-delà de cette capacité de se rencontrer dans cet espace-là, dans ce lieu-là où les valeurs sont communes, le processus de CNV, c'est quand même un peu plus que cela. C'est un peu plus que vouloir que l'intention. C'est aussi dérouler quelque part un certain nombre de choses, d'éléments qui sont à la fois factuels, à la fois de l'ordre du ressenti, à la fois de l'expression. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Oui. cette mise en action, de cette mise en place concrète en fait de ce processus? Oui. Alors, on fait aujourd'hui le tour du monde, on prend un avion, on parcourt des distances fabuleuses en rien de temps, et aujourd'hui de moins en moins cher, mais il y a quelqu'un qui le paye quelque part. Et il y a une distance, c'est la distance la plus difficile à réaliser, c'est environ ça, 30 cm. 30 cm entre là et là. C'est la distance la plus difficile et la plus longue à parcourir pour passer de sa tête à son cœur. Nous sommes tous mus par un cœur qui aime vivre l'attention, qui aime vivre l'amour, qui aime vivre le soin, qui aime vivre la considération. Mais on a beaucoup développé un système, un gestionnaire qui a sa place, hein, il gère, et aujourd'hui, on fonctionne principalement avec le gestionnaire. Le gestionnaire, il s'appuie sur des expériences personnelles, des expériences collectives, sociétales, familiales, et il dit, OK, ça s'est passé comme ça la dernière fois, donc maintenant, on va faire attention que ce soit différent. La dernière fois, pour vivre paix, ça s'est mal passé, donc maintenant, on va mettre des barrages partout. Et lui développe plein de stratégies pour essayer de vivre ce que nous avons dans le cœur. Et je dirais que le premier obstacle, c'est lui. On a appris à apprendre les français, les maths, tu vois, 1 plus 1 égale 2, je crois, hein, etc., tu vois. On a développé, et c'est extraordinaire dans nos sociétés dites civilisées, on a développé des cursus universitaires, des diplômes, etc. Et on voit aujourd'hui, on a un cerveau hyper développé, hein. C'est le cerveau, je crois, le plus gros chez les espèces vivantes, je crois, proportionnellement à notre corps. Et ce cerveau, c'est un véritable gestionnaire ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il analyse, il évalue, il juge, et à partir de là, il traduit, et il fait des équations mathématiques comme un ordinateur. Et il en conclut que si l'autre fait comme ceci, comme cela, etc., c'est parce que si, parce que ça, donc moi, je dois faire ceci, cela, etc. Ok, super, un super bon gestionnaire, et qui essaye de vivre les choses à la place du cœur et protège plutôt notre système, je dirais, sensible, sensoriel. Et le principal obstacle que l'on peut rencontrer quand on commence à se former à cette approche, pour moi, qui est plus qu'une technique, même s'il y a effectivement des étapes claires,
établi, c'est plus la première étape, c'est l'intention. Qu'est-ce que je veux vivre? Et qu'est-ce que je veux vivre? C'est là. Donc le plus difficile dans cet apprentissage, ça va être d'aller à cet endroit-là. Et à partir de là, on va dérouler les 4 étapes du processus. Première étape, et même avant ces premières étapes, c'est l'intention. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux vivre avec moi-même et avec les autres? Est-ce que je veux vivre la considération mutuelle ou est-ce que je veux vivre la guerre, l'opposition, le conflit, la comparaison? Marshall disait, vous voulez vous rendre la vie terriblement malheureuse, atroce, comparez-vous. Comparez-vous, vous allez voir. Vous allez souffrir toute votre vie. La première chose de ce processus, c'est les faits. Les faits de façon objective. Et ça, c'est le plus difficile, parce que tout de suite, notre tête, elle analyse, elle pense, elle a des croyances, etc. Et tout ça, ça vient se mêler à nos, euh, à nos interprétations d'une situation. Et donc, on interprète. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On devient l'interprète de cette interprétation. Et donc, on va argumenter autour de cette interprétation. Et c'est ce qui fait que l'on va se retrouver en tension, en difficulté entre êtres humains, parce que chacun parle de son point de vue, qui a du sens au fond. Mais ce sont des points de vue. Si on regarde d'une montagne et que l'autre est de l'autre côté sur notre montagne, il n'y a pas le même point de vue forcément, puisqu'on est sur 2 sommets différents. Il y en a un qui voit le nord, l'autre qui voit le sud, ou l'est ou l'ouest, tu vois. Donc si l'un part, il va parler de l'est, l'autre va parler de l'ouest. Est-ce que c'est opposé? Non. Mais ce que l'on fait, c'est que on se dit que oui, moi je vois ça, tu devrais voir la même chose. En tout cas, moi ce que je vois, c'est la réalité, plutôt que de dire c'est ma réalité. Tu vois ça? Donc cette première étape qui est observation est, est la plus difficile pour être sur qu'est-ce qui nous amène à parler, quels sont les éléments factuels qui nous amènent à parler. On va tout à l'heure parler, tu vois, de l'abeille, des apiculteurs, etc. Comment on va s'appliquer à être sur des faits plutôt que sur des croyances, interprétations, etc. La deuxième étape, ensuite, ça va être de, par rapport à cet événement, par rapport à ces faits, ça me touche. Si j'en parle, c'est que ça me touche de façon agréable ou désagréable. Et quand ça me touche, c'est qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me pousse à en parler, qui me pousse à en parler. Il y a quelque chose de l'ordre du soin qui me pousse à en parler. Il y a quelque chose de l'ordre de la considération ou du respect qui me pousse à parler de ça, tu vois. Et on va l'écouter. Qu'est-ce qui, au fond de nous, qui est nommé besoin, nous amène à parler, voire à nous défendre, voire à attaquer par rapport à ça. On va voir qu'au fond, c'est légitime, parce que ça parle de quelque chose d'important en tant qu'humain, de viscéral, d'essentiel. Et on va se rendre compte qu'en fait, que c'est quelque chose qui est commun. Vouloir vivre la paix, on est 8 milliards aujourd'hui. Si on interroge ces 8 milliards de personnes, si on leur dit, OK, est-ce que vous voulez vivre la paix? Je pense que tout le monde va dire oui. Je doute qu'il y ait une personne qui va dire non, 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 moi j'adore la guerre, j'adore quand on s'entretue, je kiffe la guerre, c'est mon kiff, grave. Même les vendeurs d'armes diraient non, on préfère la paix. On se passerait de ça, mais bon, ça rapporte. Donc tu parles de l'intention, de l'observation, ensuite d'être à l'écoute justement de ce qui se passe là au niveau du ressenti. Corporel. 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 Corporel, parce que je vois que le senti, il vient encore là, tu vois. Tu vois, je me sens frustré. Je me sens frustré, je l'entends souvent. En fait, derrière frustration, c'est déjà une traduction, ce que j'appelle un senti mental. Hein. Frustration, si on va dans le corps, ça fait plutôt quelque chose qui est comme ça, tu vois, qui serre, qui tord. Et là, on se rapproche du vivant. Si on reste avec frustré,
qu'est-ce que ça va faire? Des frustrations. Parce qu'en face, ça fait OK, t'es frustré. Si tu me dis ça, c'est que c'est de ma faute, alors que j'ai rien fait. Donc, ça va me mettre en tension et ça va faire frustration sur frustration. Et après, on vit dans un monde de frustrés qui se frustrent même, etc. Tu vois? Et ça s'amplifie et ça part, mais ça devient juste de la folie, tu vois? L'idée, c'est de, OK, il y a quelque chose qui fait comme frustré. Ça, c'est un mot, mais à l'intérieur de moi, ça vient de l'endroit qui, ça grince, tu vois, ça serre, ça me fait, ça serre au niveau de ma gorge. Dans mes tripes, ça fait un nœud. Dans mon cœur, ça me ferme, tu vois. Euh, dans mon thorax, ça fait comme ça. Dans mes épaules, ça fait comme ça, tu vois. Dans mon dos, ça fait comme ceci. Et là, quand on va dans cette direction, on va entendre la vie qui parle à nous. Et c'est ça, euh, la particularité, je dirais, de mon approche, c'est aller encore au plus près du vivant. Marshall, tu vois, disait, si vous regardez des conférences sur des ateliers sur Internet, il y en a plein, hein, il dit dans le corps, dans le corps, dans le corps, dans le corps. Et comme on apprend avec la tête, on prend la CNV, oui, c'est mon besoin. Ouais, c'est mon besoin. Rien que de le dire, est-ce que ça donne envie? J'ai longtemps utilisé ce terme-là, et aujourd'hui, je le bannis de mon langage, tu vois, parce que besoin dans le dictionnaire et en français, hein, en anglais, c'est need, c'est plutôt un verbe. Et en anglais, ça devient besoin. Et dans le dictionnaire, besoin, c'est quelque chose qui me manque. Prenez le Larousse, ça parle de quelque chose qui manque. Et si on parle de quelque chose qui nous manque, qu'est-ce qu'on va faire? Naturellement, on va se débrouiller, voire se battre pour l'avoir, puisque ça nous manque. Et donc, si ça me manque, si ça te manque, si ça manque à 8 milliards de personnes, comment on va faire si ça manque à tout le monde, tu vois? Et c'est un petit peu comme ça que vivent la majorité, j'ai envie de dire malheureusement encore des personnes, avec l'idée que ça manque. Et c'est ce qui nous met en difficulté. Personnellement, amoureusement, familialement, socialement, humainement. De l'idée que ça manque. Et qu'est-ce qu'on fait? On se bat tous les jours pour essayer de combler ce manque qui est abyssal. Et donc, toi, ton invitation, elle est d'aller regarder ailleurs que ce manque. Le manque est là. À l'intérieur, ça pousse. À l'intérieur, ça pousse. On a envie de vivre de la considération. Quand on est touché par une situation où il y a quelqu'un qui va nous dire ouais, tu t'en fous de ce que je dis, tu vois, tu as des pratiques qui sont pas respectueuses de l'environnement, des choses comme ça, tu vois. Si j'entends ça, oui, ça me touche, tu vois. Si je le laisse là, ouais, c'est qui cette personne pour venir me parler comme ça? Qu'est-ce qu'elle fait, elle, concrètement pour respecter l'environnement? Elle est la première à prendre sa bagnole, même électrique, etc. Tu vois? Ça y est, on est parti. Alors qu'au fond, si je continue le chemin, en fait, j'ai envie de vivre de la considération déjà pour ce que je fais, de ce que j'essaie de mettre en place. Je trie mes déchets, j'essaie de consommer autrement, j'essaie de faire attention à mes relations avec ma famille, avec mon amoureux, mon amoureuse. Et quelque part, quand cette personne dit ça, j'aimerais que ça soit vu, en fait. Tu vois? Et quand on fait ce chemin, ça y est, on est en train de le voir avec soi-même. Ben oui, oui, je me reconnais déjà par moi-même. Je reconnais déjà la vie qui est là. Et donc, c'est déjà présent. C'est pas un manque. Si ça pousse, c'est que c'est déjà présent. Et donc, la première chose que l'on va apprendre dans ce processus, c'est à reconnaître que la vie, elle pousse déjà en soi, que tout est là. Il n'y a aucun manque à cet endroit-là. Amour est là, naturellement, c'est ce qui nous fait vivre, de nous à nous et de nous avec les autres. Soin est là, respect est là, considération est là. C'est pour ça, quelque part, qu'on fait des guerres. Parce que c'est super important, parce que c'est super vivant en nous.
Mm. Si c'était un Et- manque, on ne le connaîtrait même pas, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, le réservoir finirait par se vider et on mourrait, tout simplement, tu vois, ou on deviendrait fou. Non, parce que nous sommes constitués de cette façon. On est construit comme cela et on fonctionne naturellement de cette façon-là, mais on n'a pas appris. mm. On n'a pas appris que nous sommes des êtres d'amour. On n'a pas appris que nous sommes des êtres de soins. On n'a pas appris que nous sommes des êtres de paix. On n'a pas appris que nous sommes des êtres de relation avec nous-mêmes et avec les autres. Et qu'on adore cela. Et que c'est Mm. super important. S'il y a quelqu'un qui vient me prouver le contraire, je prends. Et donc, pour aller plus en avant sur le sujet de cet événement, sur la reliance avec le vivant et la coopération avec les abeilles, comment la communication non violente et ce processus que tu viens de décrire avec tant de passion et que j'invite à nos auditeurs, auditrices d'aller approfondir, hein, notamment en allant voir ton site, en allant voir les propositions que tu fais, puisque c'est pas évidemment en une heure qu'on peut aborder voilà, un sujet aussi vaste qui t'a pris quand même 20 ans d'approfondissement, de pratique, de découverte. Comment cette communication non violente peut-elle vraiment contribuer à renforcer le lien entre les individus, la nature, le vivant, et puis voilà, pour nous-mêmes, apiculteurs, apicultrices, qui sommes en contact avec des êtres particuliers que sont les insectes et les abeilles, euh, voilà comment on peut vraiment cultiver cette connexion plus profonde avec ce lien au vivant et quelle est ton approche, toi, par rapport à tout ça? Moi, je m'intéresse depuis de 35 ans maintenant, tu vois, à tout ça. Et je suis allé chercher l'origine, la violence. Ce qu'on appelle la violence, est-ce que l'être humain il a toujours été là-dedans? Est-ce qu'il a toujours vécu, tu vois, dans cette façon de faire, de se défendre, de se protéger de cette façon-là? Même envers lui-même. La violence, tu vois, elle est déjà de soi à soi, tu vois, nos façons, j'ai envie de dire, de trouver des stratégies pour essayer de vivre, tu vois. Quand je vois une personne, par exemple, fumer, elle sait, on voit aujourd'hui sur les paquets de tabac, il y a marqué fumer tue. Et pourtant, il y en a plein qui continuent à le faire, tu vois. Et c'est pas un jugement, ça, c'est juste de voir que quand bien même on sait que ça a un impact sur notre santé, ça contribue à autre chose. La cigarette, par exemple, tu vois, contribue à quelque chose. Les personnes, quand elles me disent oui, mais je fume et ça me fait du bien, c'est une réalité. C'est une réalité. Ça leur fait du bien. Et on va approfondir ça, tu vois, on va aller voir qu'est-ce qui fait qu'elles utilisent cette substance pour se faire du bien. Les recherches scientifiques, il y a une chercheuse au CNRS qui a bossé sur la violence. La violence, elle date à peu près de 10-12 000 ans avec l'avènement de l'agriculture. Mm. L'agriculture, au tout début, elle n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. L'agriculture, c'était juste un gars qui a remarqué que tiens, qu'il y a une graine qui tombe, extraordinaire, quelque chose qui pousse et qui peut manger. Et il y a plein de graines qui poussent, il dit, ben, je vais prendre les graines, plutôt que de courir après, ben, je vais ramasser ces graines et les mettre dans un endroit et faire comme la nature fait, tu vois, et hop, ça pousse. Génial. Donc je vais arrêter de courir après les graines, je vais les prendre là et je vais les faire pousser dans mon petit jardin, tu vois. L'agriculture, elle est née, tu vois, de cette découverte extraordinaire de l'intelligence de l'être humain, tu vois, à se relier à la terre. C'est extraordinaire, tu vois. C'est cet humain qui, curieux de son environnement, d'abord pour vivre, hein. D'accord, il n'a pas été curieux pour, d'abord pour manger, tu vois. Il dit, OK, si on récupère les graines, on les fait pousser. Et à partir de là, il est passé de cueilleur-chasseur. Je pense qu'il cueillait plus que ce qu'il chassait. Chasser un mammouth à l'époque avec une pierre, avec même un arc, tu vois, il faut y aller quand même. Et, euh, et progressivement, c'est l'agriculture qui l'a sédentarisé. L'être humain, tu vois, il ne s'est pas sédentarisé tout seul. Il n'a Mm. pas choisi de dire, OK, je m'établis à cet endroit-là. Il s'est établi parce qu'il a commencé à produire son alimentation, à apprivoiser des animaux, faire de l'élevage, qui progressivement l'ont sédentarisé. Donc, c'est l'agriculture qui a sédentarisé l'homme
Donc c'est l'homme qui a été soumis par l'agriculture et pas l'inverse au départ. Et en se sédentarisant comme ceci, il s'est retrouvé à protéger ces cultures vivrières d'autres peuples qui étaient aussi intéressés pour manger. Et donc, ils venaient voler ces cultures et ils ont commencé comme ceci à se protéger et à se taper dessus et à se taper dessus pour défendre et progressivement pour faire peur aux autres. Pour faire peur aux autres, leur montrer, tu vois, à l'époque, c'était pas les barbelés. À l'époque, c'était on va casser des os, on va fracasser les personnes qui sont venues nous attaquer de façon à ce que le prochain qui vient, ben, il verra qu'on est dangereux et qu'il faut surtout pas qu'il s'approche. Et progressivement, on a développé une culture qu'on appelle la violence aujourd'hui, mais qui était à la base juste une tentative de protéger ces cultures, tu vois, pour manger. Et progressivement, c'est rentré dans les mœurs. Je dis cela pour en venir à notre sujet, c'est que tu vois, l'agriculture, elle trouve son origine là-dedans. Elle trouve son origine à l'endroit où la première chose, c'est pour manger, pour vivre. On allait, pour en venir à notre sujet, chercher de quoi se nourrir. Et on a remarqué que, tiens, il y a des insectes, qu'on appelle aujourd'hui des abeilles, qui faisaient des essaims dans les arbres. Et un jour, il y en a un qui tombe par terre. On prend, on goûte. Extraordinaire. La saveur de cette substance qu'on appelle nectar aujourd'hui, extraordinaire, tu vois. Et de la même façon, il s'est dit, OK, à un moment, comment on va faire, tu vois, pour, plutôt que de leur courir après, les mettre tout près de nous. Hein. Ouais. Oui, oui. Et donc, pour revenir au processus de la CNV, de la communication non violente, en quoi ce processus vraiment nous permet de renforcer ce lien avec le vivant? On se rend compte qu'en effet, comme tu l'exprimes, voilà, on comprend que l'agriculture a permis en fait une sédentarisation, un lien de proximité, d'intimité avec le vivant. En quoi ce processus, en fait, et puis ton approche aussi que tu as approfondie au fil des années, permet vraiment de cultiver cette intimité avec le vivant. Et est-ce que tu pourrais nous donner voilà, des éléments en fait qui nous permettraient d'être plus en contact avec ce vivant? Hein, Mm. notamment, j'ai interviewé une anthropologue de la communication et qui étudie justement qu'est-ce qui se passe dans ce lien en fait entre cette capacité à être émerveillé, par exemple, par le vivant, et comment ces éléments d'émerveillement sont transformateurs en fait d'un espace intérieur de nous qui nous amène naturellement en fait à agir de manière beaucoup plus éthique, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus en harmonie avec notre environnement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, parce qu'il me semble que dans le processus que tu as approfondi, il y a quelque chose de cette nature-là aussi que je retrouve. Mm. Mm. Je reviens un petit peu sur cette histoire, tu vois, d'évolution de l'humain qui est importante pour comprendre l'humain aujourd'hui. Moi, j'aime bien me référer, tu vois, à son évolution pour Mhm. comprendre où on est aujourd'hui, pour voir qu'on est passé par toute cette période-là, et notamment par des guerres Mhm. successives qui ont mis l'être humain dans un manque en terre nourricier, tu vois, et ça a laissé des traces. On est sorti en France, j'étais pas encore là, après-guerre, d'une période, tu vois, tragique en Mhm. France et en Europe. Et l'agriculture, à ce moment-là, doit être relancée pour nourrir la population. Donc, tout ce que l'on connaît aujourd'hui des produits phytopharmaceutiques qui s'appelaient les pesticides avant de s'appeler les produits phytopharmaceutiques, ont été développés, tu vois, pour permettre aux hommes, aux femmes, aux enfants de manger. Mhm. Ça partait d'une bonne intention. Le truc, c'est que on a progressivement monétarisé tout ça. Et qu'on est passé, tu vois, de c'est pour manger à c'est pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, on fait pas tant de la nourriture, on fait plutôt de l'argent.
Euh, et tout se retrouve là-dedans. Tout ce que l'on vit aujourd'hui en société se retrouve là-dedans, que ce soit dans le milieu éducatif, économique, agricole, etc. Tout est pris dans dans ces peurs, tu vois, qui n'ont pas cessé, qui continuent, la peur de manquer de ces après-guerres. Rappelle-moi ta question, s'il te plaît. Oui, c'était comment le processus en fait de la communication non violente peut permettre une connexion peut-être plus approfondie avec le vivant, quel qu'il soit. Donc là, ça touche peut-être la relation à l'abeille, puisqu'on se rend compte qu'il y a des approches vraiment différentes dans l'apiculture, entre des approches très naturalistes qui voudraient voir l'abeille retrouver son milieu d'autrefois en milieu sylvestre, d'autres qui ont des approches beaucoup plus intensives où il y a une exploitation de l'abeille qui peut devenir vraiment très importante, une surexploitation, comme on le voit dans certains Mm, pays. Et du mm, coup, vraiment, à travers cet événement, j'avais envie de questionner justement ce rapport avec le vivant et cette éthique, et comment considérer une relation plus équilibrée avec le vivant. Et donc, pour moi, si tu veux, cette capacité à s'émerveiller, à être à l'écoute justement de notre environnement et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et voilà, il me semble-t-il que à travers ce que tu décris de ce processus, il y a une possibilité de se retrouver en fait dans cet espace-là commun. mm. Oui. Si on part sur les stratégies, si on essaie de chercher des solutions, si on se dit qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des problèmes. Et ces problèmes vont poser problème. La première chose, tu vois, avec ce processus, c'est on sort de l'idée qu'il y a des problèmes. Mm. On ne va pas dans la direction des solutions. On va d'abord dans la direction de pourquoi on fait ça. Ah, ok. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça nous permet de vivre? Mm. Qu'est-ce que ça nous permet de vivre? Et c'est en fait, c'est chaque personne pourra répondre pour lui-même à cette question, tu vois. Mm. Avec tout ça, c'est ça part de moi. Et ensuite, ça peut être collectif. Mais d'abord, de moi à moi, qu'est-ce qu'il fait? Bah, déjà que je suis apiculteur. Qu'est-ce qu'il fait que j'ai choisi cette activité-là? À quoi elle contribue pour moi? Et tu vois, c'est déjà une démarche, une introspection, pas une interrogation, mais une introspection personnelle. Mm. Vous allez voir à quoi ça sert au fond pour moi. Chacun aura une réponse. C'est par amour pour la nature, c'est pour nourrir ma famille, c'est pour assurer la vie sur la Terre. Chacun aura euh, des stratégies, au fond, qui partent d'un élan personnel. Et c'est là l'endroit où on va se rencontrer, c'est ces élans personnels. Au niveau des stratégies, des façons de faire, ça sera très difficile de se retrouver avant de s'être rencontrés à cet endroit-là. C'est pour ça que ce Mm. sujet, comme tous les sujets, si on les aborde au niveau des tensions, on va ressortir avec des tensions. Si on les aborde à partir de l'origine, on va se rencontrer. Il est clair qu'on va se rencontrer. Je vais te donner un exemple. J'ai cheminé un jour avec, en Blablacar avec quelqu'un qui devait se rendre en Roumanie chez des agriculteurs, chez des éleveurs, chez deux frères qui avaient chacun 3500 vaches. Il devait partir de Nantes à Paris, prendre l'avion pour aller en Roumanie. Je me retrouve en Blablacar avec lui. Il me dit, OK, je suis écarisseur. Aujourd'hui, tu vois, je suis plutôt végane. Bon, OK, écarisseur. Je ne savais pas trop exactement qu'est-ce que ça voulait dire, en quoi ça consistait, mais j'étais curieux. Je dis, ah oui, d'accord. Vous allez à Paris pour aller en Roumanie? Il me dit oui, parce qu'il y a pas d'aéroport, parce qu'il y a des personnes qui se sont opposées, tu vois, à l'aéroport, etc., avec tout ce qu'on connaît de cette affaire. Je dis, ouais, effectivement, il y aurait un aéroport, ce serait plus facile. Il dit oui. Et chemin faisant, en l'écoutant, mais sincèrement, ben, il a juste entendu que lui, il avait des stratégies, au fond, pour vivre
lui et sa famille, et qu'au fond, ses stratégies, tu vois, puisqu'il allait servir des agriculteurs qui faisaient de l'élevage super intensif, tu vois, la ferme des 1000 vaches, à côté, on est petit, quoi, tu vois, c'était 3500 à deux frères. Je me dis, c'est des ordinateurs de partout, c'est des automates de partout, c'est une usine. Je vois, c'est incroyable ce que l'être humain est capable de faire aujourd'hui, c'est extraordinaire cette intelligence. Mais vraiment ébahi, tu vois, de ça. Et à la fin, tu vois, progressivement, il me dit, ouais, mais quand même, ils font du lait de merde. Là, c'est pas du lait de bonne qualité. Et c'est, je sais plus quelle chaîne en France qui revend ce lait de mauvaise qualité. Mais c'est lui qui me disait. Puis il me dit la viande. Ah, c'est pas de la viande, c'est pas des vaches à viande, c'est des vaches à lait. Donc, c'est pas de la viande qui devrait être mangée, quoi. On en fait quoi? On en fait des steaks, etc. Il me dit, moi, j'adore la viande. On trouve plus de la bonne viande. Donc, chemin faisant, en l'écoutant, en lui permettant, en fait, de s'écouter lui-même, arrivé à Paris, il avait fait une culbute tout seul. Il se rendait compte que ce qu'il faisait, quelque part, ça lui apportait quelque chose, mais par ailleurs, bah, il se retrouvait avec du lait de mauvaise qualité, avec de la viande de mauvaise qualité, pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. Et à la sortie, il me dit, mais vous faites quoi, vous, au fait? Et là, tu vois, il y avait la rencontre. Si j'étais parti sur, ouais, mais ce que vous faites, vous voyez pas, ça pollue, ça va être interdit, il m'aurait déposé sur le bord de l'autoroute direct. Tu vois ça? Et Ouais, donc, ouais, ouais. c'est quelque chose que d'arriver à se rencontrer à l'endroit de notre humanité. Toutes les stratégies que l'on choisit, tu vois, quand je vois des apiculteurs aux États-Unis qui sont avec des semi-remorques et qui ont des milliers de ruches et qu'on voit des abeilles sur le bord de la route être abandonnées, tu vois, et qu'on retrouve des... Qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit ça, on dit, OK, le mec, on va le choper, on va le prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On entretient la guerre. C'est difficile d'aller rencontrer des personnes qui ont des stratégies qui sont loin, loin, loin des nôtres. Ça va nous demander beaucoup de travail pour faire ce chemin-là, 30 centimètres. Et ces 30 centimètres, c'est aller à la rencontre de la personne. Qu'est-ce qui fait que tu fais ça? Qu'est-ce qui fait au fond de toi que tu agis de cette façon-là? Et même dans le agis, s'il y a une connotation, tu vois, si c'est déjà coloré d'un jugement, ça va partir en travers. C'est vraiment partir à la rencontre sincère, profonde d'être, mais vraiment. Sinon, tu passes ton chemin, profonde. Ok, j'ai vraiment à cœur de te rencontrer, mais c'est sincère. Et j'ai pas envie de te changer. J'ai envie de te rencontrer. Et ce que je remarque, moi, de ces plus de 20 ans d'expérience avec tout ça, c'est qu'on se rencontre. Il y a des choses. Ouais. Et est-ce que cette rencontre, elle est transformatrice quelque part? Parce que c'est vrai que quand on observe le monde, on voit aussi que Marshall était très engagé dans la société pour faire, entre guillemets, évoluer les choses. Voilà, au-delà de nos stratégies qui nous divisent, d'être à l'écoute de ces stratégies profondément, est-ce que ton expérience a démontré que ça peut être transformateur en fait dans ce regard qu'on a avec le vivant? Est-ce que tu peux nous Oui, témoigner un petit peu de ton expérience sur le sujet? l'être humain aime contribuer. C'est son kiff. Il aime contribuer. Il aime participer. Il aime participer à la vie. Parce qu'il est mu, parce qu'il fait partie de ça. Dès lors qu'il peut le faire librement. Librement, ça veut dire que s'il est écouté, mais sincèrement, oui, je fais ça depuis tout le temps parce que mon grand-père faisait comme ça. Mon père faisait comme ça. Ils m'ont légué cette façon de cultiver la terre, d'aimer la terre, d'aimer la terre. Tous les agriculteurs, quels qu'ils soient, te diront, oui, mais on aime notre terre. Hein. Toi, si tu arrives, tu leur dis, ouais, mais tu as vu les pesticides, etc. C'est bon, il te prend la fourche et il te met dehors, tu vois. Si tu te relis à l'endroit, oui, ton grand-père, même peut-être ton arrière-grand-père, même en fait, on est agriculteur depuis
tout le temps, en fait. On est tous issus de parents. Il n'y avait que ce métier-là avant, agriculteur. Il y avait cet amour de la terre. Et cet amour, dans le sens, elle nous donne à manger. C'est extraordinaire. Et quand on se relie là, on se rencontre. On se pose au bord du champ. On dit oui, il y a cet amour qui est là. Et là, la personne te dit, OK, moi je l'ai vécu. Oui, en même temps, je vois qu'aujourd'hui, j'ai des pratiques, je le sais, je le sais. Moi, j'ai rencontré un agriculteur, il me dit, oui, je sais. Il me dit, moi-même, je suis pas bien avec tout ça, parce que je sais que ce que je produis, ben, je mets des produits, je le vois dessus, il y a des sigles tête de mort et compagnie. Je vois bien que c'est pas bon, et moi-même, je les mange pas, il me dit. Je fais des fraises, mais moi, ma fraiseraie, elle est là-bas, près de ma maison. Elles se font bouffer par les limaces, etc. J'en mange quelques-unes. Mais ça, c'est pour payer la scolarité de mes enfants. Je suis pris là-dedans et c'est difficile. Et là, on se rencontre. Et là, on voit des personnes qui me disent, mais comment on fait? Comment on peut faire sans produit? Et tu vois, ça y est, il y a une curiosité. Il y a une curiosité. Et dès lors qu'il y a cette rencontre, il y a une curiosité mutuelle. Et là, ça fait des personnes qui, bah, tiens, je vais peut-être essayer. C'est vrai que j'étais focalisé là-dessus, mais tu as raison, en plus, ça va peut-être me coûter moins cher. Je vais voir comment je peux faire. Parce que je vois que ça a du sens. Parce qu'en fait, j'ai envie, tout le monde a envie de fournir de la nourriture qui soit bonne, qui soit saine. Et là, il y a une véritable rencontre. Donc, tu vois, dans le monde de l'apiculture, pareil, comment on peut rencontrer chaque apiculteur qui a sa propre pratique et aller à sa rencontre. Raconte-moi, c'est quoi ta vie là-dedans? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui fait que tu fais ça? Etc. Et là, je pourrais lui parler aussi de moi, ma rencontre avec les abeilles, et on va s'enrichir mutuellement. S'enrichir. Parce que lui, il a des connaissances, moi j'en ai, toi tu en as. J'ai commencé à regarder quelques interviews, tu vois. Donc, tu m'avais envoyé quelques informations sur quelqu'un là. J'ai trouvé ça extraordinaire, tu vois, c'est des connaissances que je n'avais pas. Et là, on va pouvoir partager des connaissances, voir comment, en fait, tous les êtres humains aiment contribuer à leur bien-être, à celui de leurs proches, tout le monde. Dès lors qu'on peut le faire librement, dans le sens où on a sa place, on a sa place. On va pouvoir être entendu, on va pouvoir être respecté, et à partir de là, quand on est entendu et qu'on est respecté, on peut respecter et on peut entendre. Tu comprends? Je comprends très bien, merci Redouane. Et ça fait déjà 1 heure et quart que nous sommes ensemble. Déjà. Et déjà, tu vois, et nous sommes suspendus ouais, à ce partage. Et c'est vrai que c'est très enrichissant et moi-même, tu vois, en t'écoutant, je vois combien on est toujours souvent focalisé sur les stratégies et de voir comment on peut faire avec les stratégies et d'aller justement dans cette invitation d'aller encore plus profondément dans cette écoute, de l'autre, cette écoute de soi, cette écoute de l'environnement et de vraiment d'aller rencontrer vraiment, comme tu le disais, de passer de ces 30 cm du haut vers de la descente. Et combien, quand chacun est en capacité, dans cette même intention, on est capable de se retrouver et de faire émerger finalement ce que tu appelles des cadeaux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce qui va en résulter en fait de tout ça. Non. Et c'est ça qui est un petit peu le mystère et la beauté de la vie, c'est que il y a la surprise en fait qui émerge de cet endroit-là. C'est ça. À chaque fois, j'ai remarqué qu'on accédait naturellement à notre créativité. Parce que dès lors que chaque humain, tu vois, a sa place, il met en œuvre, il participe, tu vois, au projet. Et on devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus créatif. Beaucoup plus. Quand on est en tension les uns avec les autres, tu vois, en comparaison, ça c'est mieux, ça c'est pas bien, oui, mais je crois plutôt, etc., on devient plutôt con, tu vois. Tu vois, limité à ses idées, tu vois, limité à ses idées, à son précaré, comme ça, on dit, ok, ben non,
moi, c'est comme ça, j'en suis sûr, vous ne pourrez pas changer d'avis. Alors que quand on va là et qu'on se rencontre, Marshall hein, qui racontait ça, tu vois, sur des conflits. L'abeille, c'est important, tu vois, il y a des conflits entre humains graves aussi, tu vois. Quand il rencontrait des Palestiniens, tu vois, et qu'il arrive avec son passeport américain, va rencontrer un Palestinien qui lui sort, ok, tu vois ce qu'il y a marqué là, sur le truc de canon, il y a marqué Made in USA. C'est ton pays qui nous envoie ça sur la gueule. Donc qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Si Marshall il commence à lui répondre, ouais, mais tu comprends, nanani, nanana, je me dis, mais attends, arrête ton charabia, rentre chez toi avant que je m'énerve. Marshall lui dit, t'aimerais que quelque part notre pays participe à la paix, partout, dans ton pays aussi, qu'on soutienne la paix partout. C'était la période du Ramadan, il a invité à sa table. Ils ont échangé. Ils se sont rencontrés. Là. C'est l'invitation, tu vois, avec laquelle je suis venu. C'est que autour de ce sujet, tu vois, qui est sensible, on parle de vivant, on parle de nature, on parle d'humain. Parce que ce qu'il y a derrière les abeilles, c'est des humains d'abord. C'est d'abord des humains, tu vois, qui sont là. Parce que si on focalise sur l'abeille, on risque d'oublier l'humain qui est derrière, Hmm. tu vois. Et si on oublie l'humain, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des techniques, des stratégies, des trucs envers l'abeille. Mais c'est d'abord l'humain qui a se rencontré lui-même et a rencontré les autres autour de ce sujet sensible d'un insecte, d'un être vivant précieux sur Terre, Hmm. qui, à qui, entre autres, on doit la vie. Entre autres, on doit la vie. Tu vois. Ouais, bah, Redouane, vraiment, chaleureuse gratitude pour ce partage, cet échange. Et j'aimerais bah, te laisser le mot de la fin par rapport à nos auditeurs, auditrices. Et voilà, qu'est-ce que tu aimerais en conclusion partager ou célébrer? Tu parlais des abeilles, tu parlais des apiculteurs, tu parlais de cette vie merveilleuse auquel dans cet espace, en fait, on peut rencontrer cette créativité qui est toujours là. Voilà, j'aimerais vraiment te laisser le mot de la fin et t'inviter, si tu es disponible, à cet événement fin novembre, début décembre, où il y aura des lives. Et donc, si tu es disponible aussi, apporter ta contribution Avec plaisir. à des partages éventuels avec des auditeurs, auditrices qui seraient en ligne et qui souhaiteraient approfondir justement ce lien au vivant et cette coopération, au-delà de la coopération avec l'abeille, c'est vraiment la coopération avec le vivant où dans une relation finalement entre guillemets gagnant-gagnant, c'est-à-dire comme tu l'as dit, où chacun se rencontre là où il est, et de cette rencontre, il y a le cadeau qui en émerge. Oui. Je te laisse le mot de la fin. Nous sommes, tu vois, à l'orée d'un changement. Il est là, tu vois. Tout nous pousse à nous questionner sur nos pratiques relationnelles, humaines, environnementales, etc. On cherche les solutions à l'extérieur. Oui, c'est important de mettre en œuvre des pratiques économiques, culturelles, éducatives, etc. Les ressources sont illimitées. Les ressources sont illimitées ici. Elles sont limitées ici. Plus on ira là, plus on va s'enrichir, plus on aura des idées, plus on sera créatif ensemble, plus on développera des relations créatives ensemble et récréatives en même temps, parce qu'on sera beaucoup plus tranquille, tu vois. Donc l'invitation, c'est faire la plus longue distance du monde, 30 cm. Et c'est difficile, tu vois, parce que quand je rencontre, j'étais mercredi dans un établissement scolaire où il y a une dame qui me dit oui, mais moi, ma nièce, elle s'est fait écraser par une voiture. Et la personne qui l'a écrasée,
Donc elle est morte, sa nièce est morte, et la personne qui l'a écrasée, elle a été innocentée, rien du tout. Elle me dit, j'ai la rage. Son cœur est en peine. Son cœur est en peine. Et d'être avec elle, avec ce cœur en peine, ça lui a permis à elle, tu vois, de se prendre dans ses bras et d'être avec toute la peine qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Quand elle a senti ce cœur qui est là, cet amour qui est là pour sa nièce, qui est toujours vivante dans son esprit, ça lui a fait du bien. Ça l'a soulagée. Elle a vu que la paix était de ce côté-là. À l'extérieur, c'était la guerre, mais la paix était de ce côté-là. Elle avait beau la mettre au tribunal, tout ce qu'on veut, même la condamner à mort, pour trouver la paix, c'est là. Et oui, dans des situations difficiles, hein, ces 30 centimètres, ils sont encore plus longs. Une invitation. Merci beaucoup, Redouane. Merci pour ce beau partage Merci. et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.